Alors, on va faire le pont, puis le sujet est un peu différent, mais quand même dans l'axe semblable aussi. Et puis mon titre est comme lorsque le chercheur incarne les caractéristiques des informateurs clés, les impératifs de la réflexivité. Donc, vous avez entendu un peu sur mon profil professionnel. J'ai œuvré pendant de nombreuses années en communication et relations publiques pour des organisations comme la Gendarmerie royale du Canada, la Banque royale, le ministère de la Défense nationale, les aliments Kraft. Et puis, j'ai œuvré quand même à des niveaux assez élevés, toujours gestionnaire ou bien directrice. Eh bien, ma formation universitaire, j'ai fait un bac en journalisme à Ryerson, puis j'ai œuvré au début de ma carrière un peu comme journaliste aussi. J'ai une maîtrise en gestion des communications de l'Université Syracuse, qui par ailleurs est une maîtrise qui se mise sur les praticiens des relations publiques. Alors, c'est vraiment des gens qui travaillent depuis un bon nombre d'années dans le domaine. Et j'ai commencé mon doctorat à l'Université d'Ottawa il y a quelques années. Mon projet de thèse, vous l'avez entendu, mise sur l'expérience du technostress des praticiens en relations publiques et communication et ce qui font des outils d'information et de communication comme les téléphones intelligents, les tablettes, leurs ordinateurs, autre chose. Donc, ma proposition aujourd'hui est que j'incarne moi-même les caractéristiques d'un informateur clé. Donc, avec l'expérience que j'avais, le nombre d'années que j'ai travaillé dans le domaine, je suis le genre de personne à laquelle un chercheur se serait peut-être tourné pour comprendre un peu mieux la société, des relationnistes, du travail en communication. Et puis, quand on regarde la définition de Marshall, ça semble faire du sens. Et ça dit que les informateurs clés, à cause de leur capacité personnelle, leur position dans la société, peuvent fournir plus d'informations, puis un deeper insight de ce qui se passe autour d'eux. Et j'ai travaillé, comme je vous l'ai dit, sur toutes sortes d'enjeux, des communications de crise, les relations avec les médias, les communications stratégiques. Et comme gestionnaire, je connaissais quand même assez bien le domaine, comme on dit. Et en y pensant, je me suis tournée vers les caractéristiques d'un informateur clé. Et je me pense en particulier sur Tremblay dans ce cas-ci. Et comme rappel, ça indique plusieurs rôles. Donc, un rôle dans la communauté. Alors, le rôle officiel d'un informateur clé doit l'exposer au type d'information qui est recherchée par le chercheur. Je dois vous avouer que je l'ai coché, mais ça fait plusieurs années que je ne suis pas dans la communauté. Alors, même si j'ai un riche savoir, je n'ai pas l'expérience des dernières années et surtout, les 2 dernières années avec la COVID et comment ça a affecté les relationnistes puis les gens qui œuvrent en communication. Mais j'ai le savoir. J'ai l'accès à l'information, je l'ai absorbée au fil des années. J'ai aussi la volonté, j'aurais été prêt si un chercheur m'avait approché, je pense, de communiquer mes connaissances. Puis, de nature, j'ai mes connaissances, je ne peux pas les mettre de côté, ça fait partie de mon vécu moi-même. Alors, je dois prendre ça en considération. Puis, j'ai la capacité de communiquer mes connaissances d'une façon intelligible. Où je pense qu'il y a vraiment un bris, c'est avec le concept d'impartialité. Alors oui, j'ai la plupart des caractéristiques d'un informateur clé, mais c'est difficile de faire preuve d'impartialité parce que j'ai mon vécu, j'ai mes opinions, j'ai mes approches aussi. Et puis, j'approche ma recherche de façon critique. Alors, je fais ma recherche dans le cadre de ma recherche doctorale. Et j'en suis présentement au point où j'ai fait mes examens de synthèse,
j'ai passé ma proposition avec mon comité. Puis maintenant, je commence à me préparer pour faire la recherche, pour passer à l'éthique aussi. Donc, si je me considère un peu dans le rôle de, et ils disent aussi, un autre terme qui est utilisé en anglais, c'est Research Insider. Mais il y a des avantages avec tout ça, quand même. J'ai un accès plus facile au terrain. Alors, j'aurai un accès plus facile avec mon réseau, aux individus et aux groupes à l'étude. J'aurai donc la capacité d'établir plus rapidement un rapport, un lien privilégié avec les sujets, sur la base d'une expérience commune et partagée. Je fais toujours partie de réseaux de communication. Je suis bénévole à l'association professionnelle des spécialistes en communication. Alors, je connais toujours des gens. Je n'ai pas fait le bris avec mon réseau, vraiment. Je suis quand même encore un peu impliquée. Alors, pour ça, il y a des gens qui continuent à me connaître, qui œuvrent en communication, et ça m'aide à faire un rapport clairement avec ce groupe parce qu'ils savent que j'ai œuvré dans le domaine pendant longtemps, ils savent que j'ai certaines connaissances du domaine. Et puis, je peux donc comprendre et m'identifier plus facilement à l'expérience des participants, ce qui pourrait m'aider à en tirer éventuellement une interprétation un peu plus approfondie. Alors, ayant travaillé, disons, les crises, j'ai travaillé sur la crise du 11 septembre, j'ai travaillé à la gendarmerie sur des situations de crise quand les policiers se faisaient tirer, toutes sortes de cas comme ça, où on a dû m'appeler au milieu de la nuit, ou bien j'avais mon téléphone intelligent, puis on m'appelait à toute heure du jour. Alors, j'ai mon vécu, mes expériences. Alors, comme Houston et Sudman le dit, la technique nous aide à voir comment les informateurs peuvent communiquer les aspects du système social dans lequel ils travaillent. Mais quand même, il y a des gros défis en étant chercheur qui a été un praticien. Et puis, c'est un défi que je vous propose que, surtout en relations publiques et en communication, mais aussi dans d'autres domaines, ce sont des gros défis parce que la recherche, de plus en plus, est faite par des gens qui sont praticiens dans ces domaines-là. Alors, comme je vous l'ai dit, la maîtrise que moi j'ai suivie, le public cible pour prendre ce cours de maîtrise-là est des praticiens. Il y a une maîtrise très semblable à McMaster au Canada aussi, où ce sont des praticiens qui font des projets de recherche dans le cadre de leur maîtrise. Alors, ils se retrouvent, comme je me trouve, à être dans une certaine position. Puis, le risque, c'est que ça peut, comme vous le savez, introduire des biais dans la recherche parce que mon vécu peut colorer la façon dont je vois toutes sortes de choses, que ce soit mon public cible, que ce soit ma méthodologie, que ce soit mes données. Et j'ai le risque que je regarde avec ma lentille de relationniste et non de chercheur. Et c'est quelque chose un cheminement que je fais depuis le début de mon doctorat, de vraiment transitionner à une situation où je me vois primordialement comme chercheur. Et je pense que vraiment le plus gros risque pour moi, ou un des plus gros risques, c'est de tenir pour acquis que mon expérience est fiable. Il va falloir et il faut à chaque jour me questionner sur le fait que je suis qu'une personne, puis j'ai une connaissance partielle et simplement subjective du domaine. Mon regard sur le domaine reflète mon expérience, il reflète mes préjugés, il reflète tout ce que j'ai vécu. Et puis, c'est quelque chose qu'il va falloir que je me rappelle constamment. Donc, cette situation met au devant de la scène le caractère existentiel du terme de réflexivité de la part du chercheur dans ces circonstances. Et puis, j'ai trouvé intéressant que Drake lui-même faisait son doctorat, sa recherche doctorale, quand il a parlé du fait que c'était extrêmement important d'avoir une considération réflexive et que c'était encore plus important dans
quand on se retrouve en position d'étudiant qui complète son doctorat, comme moi, comme plusieurs d'autres étudiants. Mais Berger, elle aussi, a regardé Berger a regardé tout ça et s'est misé beaucoup sur le concept de la réflexivité et l'importance de se situer et de vraiment avoir connaissance de l'effet que ce genre de situation aurait sur les gens qu'on étudie, les questions qu'on pose, les données, et puis l'interprétation des données. Donc, dans son cas, Berger interviewait des femmes immigrantes, et puis elle-même aussi se trouvait dans cette situation-là. Alors, ses écrits sont très riches sur ce sujet. Et Drake le supporte pour dire que dans ce genre de situation-là, ce n'est pas question de regarder de plus proche, mais de regarder ce qui encadre la façon dont on regarde, la façon dont on explore les espaces qu'on construit, et puis de regarder de façon critique ce que la recherche choisit de rendre visible. Et je pense que c'est ça que je vais cette citation, je vais m'en rappeler, je pense, tout au long de mon travail de doctorat, puis d'avoir la lentille qui dit, bon, qu'est-ce qui est rendu visible par cette recherche? Alors, vous le savez, être réflexif en recherche, ça peut dire toutes sortes de choses. Ça peut engendrer toutes sortes de pratiques, comme des entretiens répétés, des engagements plus prolongés, des vérifications, de l'examen par les pairs, de la formation d'un réseau de soutien par des pairs ou des groupes de discussion. On peut tenir un journal de bord. On peut créer des pistes de raisonnement, entre autres. Voici, il y a toutes sortes de stratégies que je pourrais mettre en place. Et par ailleurs, pour moi, comme je dis, c'est un bon work in progress. Alors, cela débute pour moi avec une meilleure conscience de ma position comme chercheur. Et en faisant cette recherche, et mon comité aussi m'a posé des questions sur ça quand j'ai fait mes examens de synthèse. Et il faut que j'ai cette conscience de ma position dans le domaine que j'étudie. Et ce que je commence à faire, c'est me questionner à chaque étape et tous les processus. Alors, mes questions, mes échelles, ma méthodologie, mon approche. Et puis pour moi, ma recherche sera une recherche de méthode mixte. Alors, je fais un sondage quantitatif d'abord, et puis des entretiens avec un sous-groupe de personnes qui auront répondu au répondage. Une autre stratégie que j'utilise maintenant, c'est l'idée de faire revoir mes outils par d'autres qui n'ont pas d'expérience professionnelle en relations publiques, mais ont beaucoup d'expérience en recherche pour m'aider à stimuler ma réflexion. Alors, l'idée vraiment, c'est d'entreprendre un travail systématique, incessant, continuel, d'auto-analyse à propos de mes choix, que ça fasse partie chaque jour de tout ce que je fais vis-à-vis de ma recherche et mon doctorat. Alors, des exemples courants pour que vous sachiez ce que je fais présentement, j'ai revisité le titre de ma recherche. Alors, au début, le titre disait quelque chose comme la danse de l'urgence, l'expérience vécue de technostress des praticiens en communication et en relations publiques. En me questionnant, je me suis dit, bon, la danse de l'urgence, c'est un préjugé, c'est un biais. Alors, il faut que j'enlève ça. Alors, j'ai déjà, dans mes nouveaux documents de consentement, dans toutes sortes de documents, j'ai changé le titre de travail de ma recherche pour enlever cette notion-là. Présentement, je fais réviser mon questionnaire par 2 ou 3 professeurs qui n'ont pas d'expérience proprement dite en relations publiques. Alors, comme vous le savez, j'œuvre sous la direction de Luc Bonneville, qui, lui,
dans son rôle, révise tous mes outils et me donne des suggestions, mais aussi aujourd'hui, présente dans la salle, il y a la professeure Meredith Rocky, qui est un autre professeur aussi, qui sont experts plutôt en recherche quantitative, puis œuvrent avec moi, qui m'aident, puis d'ailleurs, leurs assistantes m'aident un peu aussi, à m'assurer que ma recherche est de la bonne recherche quantitative. Puis eux aussi ne sont pas des experts nécessairement en relations publiques, mais des experts en recherche. Et puis j'ai choisi de leur demander leur expertise dans ce domaine-là, justement pour m'assurer que mes questions sont de bonnes questions ou des questions que je peux retirer qui, en réfléchissant, introduiraient possiblement un biais. Je commence à réfléchir aussi à mes stratégies de recrutement. Au début, je pensais aller fort probablement chercher la plupart des gens dans des réseaux que je connais. Mais maintenant, je commence à élargir la question pour ne pas nécessairement aller chercher seulement des personnes qui ont l'habitude d'être questionnées par les chercheurs en relations publiques. Vous savez, c'est très facile en relations publiques d'aller chercher les praticiens qui se retrouvent dans les associations de relations publiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un très bas pourcentage de praticiens qui se retrouvent dans ces associations-là ou qui sont accrédités. Parce qu'au Canada, il n'y a pas de licence en relations publiques qu'il faut que tout le monde suive. Alors, la plupart des gens ne font pas partie vraiment d'associations. Alors, je suis en train de regarder d'autres approches aussi pour avoir des stratégies un peu plus vastes, puis aller chercher les gens qui ne seraient pas d'habitude questionnés pour de la recherche dans le domaine. Et j'ai quelques planches ici que je vais passer très vite, mais pour vous montrer un peu le genre de questions que je me pose sur mes préjugés, sur mes choix en matière de méthodologie, sur l'alignement de mes instruments et si mes questions reflètent mon parti pris. Pour la collecte des données, je regarde aussi, dans le cadre de ma recherche, est-ce que l'accès du terrain est facile pour moi? Est-ce qu'il faut que je me donne un peu de peine pour trouver comme d'autres personnes? Est-ce que les praticiens vont réagir différemment parce que je suis une femme? Et puis, c'est quelque chose que Berger a noté aussi. D'un point de vue, elle pourrait se sentir plus proche de moi parce que je suis femme dans le domaine, puis il y a beaucoup de femmes dans le domaine de relations publiques et la recherche démontre qu'elles éprouvent énormément de difficultés à balancer leur vie privée et publique. Mais il va falloir que je fasse attention. Est-ce qu'elles seront plus proches de moi? Et puis, comment je vais prendre mes décisions pour les personnes à interviewer suite au sondage? Il va falloir que je repense à tout ça, puis que je m'assure que je n'ai pas des préjugés à ce sujet-là non plus. On le sait, les données ne sont pas neutres aussi. Alors, en analysant mes données, il va falloir que je m'assure que je regarde avec une lentille aussi objective que possible. Et pour faire suite, est-ce que je vais me concentrer sur certaines données à l'exclusion d'autres? Et puis, il va falloir que je me pose la question si je interprète les données de façon objective. Donc, voici, je vous ai donné les liens aux publications auxquelles je me suis inspirée un peu en vous présentant ce point de vue aujourd'hui, puis vous partager avec vous un peu le genre de réflexion que je suis en train de faire en parcourant mon doctorat. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je tiens à remercier Luc Vaudeville aussi, qui est mon superviseur, qui suit mon parcours avec moi, puis m'aide beaucoup dans mes travaux.
Bonne journée à tous.